la population chinoise, où qu'on soit, est d'une gentillesse incroyable. Même si on ne parle pas mandarin, même si on hésite à savoir ce qu'il faut faire et qu'on est maladroite comme moi, mais c'est merveilleux. Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Sonia Bressler, philosophe et fondatrice de la maison d'édition La Route de la Soie. Sonia Bressler, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de publier un livre qui s'intitule 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Oui, alors c'est un livre auquel je tiens tout particulièrement, parce qu'effectivement, ça symbolise les 60 ans de relations diplomatiques, et bien plus encore. J'ai invité à la fois des Français sinologues, et des Français dans le monde de la culture, mais aussi des arts, des entreprises, etc., mais aussi des Chinois en France, à participer à ce livre, pour expliquer leur regard sur les relations et comment ils ont établi par leur travail respectif, des relations entre la France et la Chine, c'est-à-dire construire des ponts d'amitié, à la fois culturels, d'entreprise et d'économie, entre la France et la Chine. Ce sont des Français et des Chinois venus de différents horizons, n'est-ce pas? Tout à fait. Et il y a aussi également des Français qui vivent en Chine. Ah, des Français qui vivent en Chine. Vous avez mené des interviews pour cela? Alors, je n'ai pas mené d'interview, j'ai proposé à des personnes, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, donc on peut contacter des personnes à travers la planète. Bien sûr. Et j'ai eu la chance aussi de publier plusieurs auteurs, notamment Laurent Cibot qui vit à Shanghai et qui a donc accepté. Puis après, j'ai rencontré effectivement des Français qui travaillent avec la Chine, notamment dans le vin, d'autres qui ont travaillé sur les nouvelles technologies, par exemple, pour faire fonctionner Alipay avec nos cartes bancaires. Il a fallu le savoir d'un jeune Français qui est parti en Chine et qui est le seul à avoir travaillé d'ailleurs en Chine sur ce sujet. Et au global, vous avez interviewé combien de personnes alors? Il y a un peu plus de 20 personnes. D'accord. Et de tous les niveaux et de tous les horizons en fait. Oui. Et donc ça donne un beau livre quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça a été publié par votre maison d'édition, n'est-ce pas? Et oui, La Route de la Soie. En mai dernier. Tout à fait. Donc voilà, avec bonheur et satisfaction de voir ce livre sortir. Alors Sonia, vous dirigez aussi le magazine qui s'appelle Dialogue France-Chine. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa ligne éditoriale et puis nous dire quels sont les sujets que vous abordez? La revue Dialogue, donc, elle est née de manière un peu particulière, elle est née au moment du Covid. Moi je cherchais à continuer les ponts, à créer des ponts encore plus forts avec la Chine, alors qu'on était plutôt dans un moment, on va le dire clairement, de China bashing. Et au départ, je voulais quelque chose, puisque c'est ma formation, de très philosophique. Donc je cherchais plutôt les universités, etc. Mais c'est pas facile. Et pourquoi c'était pas facile alors? Disons-le, mon niveau de mandarin n'est pas non plus assez élevé. Donc je me suis dit peut-être une étape, ce serait d'abord pour bien se comprendre, réfléchir à échanger autour de l'économie et de tous les échanges qu'il peut y avoir entre la France et la Chine. Donc la revue Dialogue, elle est née de ce projet-là, entre une équipe qui est en Chine et une équipe qui est en France. Et donc on essaye de travailler main dans la main sur des grandes thématiques, l'avenir évidemment les 60 ans, la transition verte le précédent, donc il y a quand même beaucoup de thématiques qu'on a abordées, l'écologie, le tourisme, la sauvegarde du patrimoine, et à chaque fois on essaye d'avoir autant de Français que de Chinois, des gens assez européens aussi. Trouver un bon équilibre. Voilà. Et donner la parole à chacun pour faire comprendre et surtout se comprendre et faire connaître en fait les relations, parce que finalement on découvre qu'il y a énormément d'entreprises françaises en Chine. Incroyable, et des entreprises chinoises en France aussi, et que finalement on ne les connaît pas assez et qu'on est trop dans les préjugés et les stéréotypes. Et là, c'est le magazine pour justement un peu casser cette image et découvrir comment finalement on travaille ensemble. Je crois savoir qu'il n'y a pas moins de, on va dire, 4000 entreprises françaises en Chine. Tout à fait. Ça, c'est le chiffre d'avant le Covid. Peut-être qu'il y en a moins en ce moment, mais en tout cas,
c'est de l'ordre... Ouais. Les chiffres sont à peu près les mêmes. Il y a eu des changements, il y a eu des fusions, il y a eu des choses comme ça, mais il y a aussi des grandes entreprises qui sont présentes, des grands groupes français qui sont présents en Chine et qui ont un chiffre d'affaires extraordinaire et qui embauchent aussi 30 000 personnes. Donc c'est quand même, je veux dire, on ne parle pas non plus que de simple échange à un niveau individuel. Donc l'intérêt de créer cette revue Dialogue, c'était vraiment de mettre en avant l'ensemble de tous ces échanges possibles et sur tous les domaines. Même, j'espère qu'un jour on sortira un numéro spécial sur le numérique, l'intelligence artificielle. Ah oui. On en a fait un sur le sport l'année dernière, donc sur l'esprit olympique. Donc il y a vraiment toutes les thématiques qui peuvent être abordées. Et j'invite les Français qui veulent écrire à venir. À venir, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer Oui, c'est à peu près toujours le même. Oui, alors deux numéros. Le prochain va sortir dans les prochains jours. Il sera sur le vin, notamment. D'accord. Entre le vin français et le vin chinois. Et donc ça, c'est l'avant-dernier. Donc sur la transition. Oui, la transition écologique, qui est sortie pour la foire de Paris. Où effectivement il y a des explications, notamment comment la Chine a reverdi ses espaces, mais aussi amélioré la qualité de l'air et comment la France a aidé aussi dans ces domaines-là. C'est incroyable. Et ce numéro-là, on va le montrer devant l'objectif, devant la caméra, celle-là, oui. Celle-là. Donc évidemment sur les Chine 60 ans. Ah oui, un numéro spécial. Où évidemment ce sont plus les diplomates qui ont pris la parole dans ce numéro-là. Mais sinon habituellement ça peut être tout le monde, des associations. On a parlé des jeunes Français spécialistes du ping-pong qui ont pu intervenir. Et évidemment, le but étant de créer un réel pont pour que les gens comprennent que la France et la Chine, finalement, travaillent main dans la main, quoi qu'on en dise. C'est un mensuel, hein. Alors, au départ, on voulait un mensuel. Oui, c'est un trimestriel, excusez-moi. D'accord. Mais effectivement, qui tend à peut-être un jour à redevenir un mensuel. Tout à fait. Mais comment vous contactez les participants, que ce soit les rédacteurs ou les gens qui vous accordent des interviews? C'est pas évident quand même. Hein. Non, c'est pas évident. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Après, c'est des contacts d'amis. C'est ça. On rebondit toujours pour retrouver la bonne personne ou la personne qui est capable de répondre. Et donc, ça prend du temps. Vous savez très bien, comme les interviews. En tout cas, vous avez obtenu des résultats tout à fait conséquents. La preuve. En tout cas, les numéros sortent et on est content parce que c'est à chaque fois. C'est un petit combat à chaque fois de se dire on fait le numéro, on veut qu'il sorte, on veut que les gens comprennent. On attache aussi beaucoup d'importance à ce que les maires de villes qui ont fait des jumelages avec la Chine puissent aussi s'exprimer. Et on a invité d'autres villes à faire des jumelages, évidemment, voilà. Alors c'est vrai que quand on parle de jumelage de villes, les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes entre la Chine. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des villes, notamment le maire de Buzancais par exemple, qui a vraiment fait un jumelage depuis des années. Et c'est toute petite ville, on va dire, à une échelle pour la Chine, mais qui est jumelée avec une grande ville chinoise. Donc il y a plein de possibilités. Par exemple, comme les maires d'arrondissement de Paris, par exemple, ne peuvent pas faire de jumelage au nom de la ville de Paris, mais le maire du 6e arrondissement a jumelé le boulevard Saint-Germain avec un boulevard à Shanghai, par exemple. Ah, intéressant quand même. Comme quoi, quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Exactement. Donc je pense que c'est des choses comme ça qu'on doit mettre en avant. Et puis ces 60 ans, je pense que c'est bien aussi de montrer toutes les possibilités qui existent. Exactement. Alors, vous avez d'autres projets de publication ou pas cette année? Toujours. Sur la Chine, on va dire déjà. Évidemment, tout le reste, il y a la maison d'édition qui compte des romans, de la poésie, de la philosophie, de la géopolitique. Donc, c'est pas uniquement centré sur la Chine. Hein. Il y a eu des choses sur la Perse, il y a des choses sur l'Australie, le Maroc, etc. Donc, mais effectivement, moi, mon ambition, c'est de mieux faire connaître la Chine. Donc, j'aimerais publier davantage d'auteurs chinois, notamment de la littérature. J'ai découvert des auteurs au Salon du Livre en Chine qui sont
formidable. Et c'est vrai que j'ai envie de donner cette possibilité à des jeunes qui n'ont pas accès à la langue chinoise, de découvrir ces auteurs et de s'ouvrir, en tout cas, de s'ouvrir à la Chine. En tout cas, Sonia, vous êtes connue dans le milieu franco-chinois, hein, grâce notamment à votre magazine et maintenant grâce à votre livre. Mais comment expliquer votre intérêt prononcé pour la Chine ? Ça, c'est une vraie bonne question. Ah bah oui, alors racontez-nous. On va devoir parler cœur à cœur, alors. Allez-y. Non, ça commence, la réalité, si on cherche bien, initialement, donc j'ai fait des études de philosophie, et c'est vrai que le corpus philosophique, dans mes études, on n'avait pas d'autorisation à aller vraiment se confronter au corpus chinois, qui était considéré comme de la pensée et non comme de la philosophie. Et donc, à la fin, une fois que j'ai passé ma thèse, j'ai eu cette envie folle de prendre un train et d'aller en Chine. Et quel est le sujet de votre thèse ? On est très très loin de la Chine. Très loin. Vraiment très très loin. Le statut des qualités dans la philosophie moderne. Donc tout ce qui est sur les sensations. Rien à voir avec la Chine en fait. Cependant, on peut poser une question quand même. En fait, ma question initiale, c'est qu'est-ce que dire ? Donc, qu'est-ce que c'est que dire quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que communiquer ? Qu'est-ce que c'est que parler ? Et qu'est-ce que c'est que conceptualiser ? Et donc, ma rencontre avec la Chine, c'est plutôt sur ces questions-là. C'est-à-dire que finalement, n'ayant pas accès à la langue, au mandarin, j'ai dû apprendre à connaître la Chine par tout à fait autre chose, c'est-à-dire ma sensibilité. Et donc, absorber aussi toute l'énergie qu'il peut y avoir en Chine, de toutes les personnes, de découvrir, comprendre les différences. Et c'est vrai que quand on parle de la Chine, on a tendance à essentialiser la Chine. Et alors que c'est une diversité. À globaliser aussi. Voilà, à globaliser, alors que c'est une immense diversité. On oublie de dire qu'il y a 56 ethnies, 23 langues officielles. C'est ça, c'est ça. On oublie tout ça. Donc, je pense que quand on veut appréhender la Chine, il y a vraiment plusieurs façons. Et c'est peut-être, j'ai une autre vision de la sinologie aujourd'hui, c'est-à-dire pas seulement liée à la langue, mais liée à un apprentissage beaucoup plus grand, beaucoup plus philosophique, beaucoup plus proche peut-être de la pensée de Confucius finalement, et donc tout à fait en lien avec ma thèse, c'est-à-dire la recherche des qualités. Et donc ça, je pense que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire quand on veut aborder une civilisation, on peut l'aborder soit de manière très puriste par la langue, mais la langue n'est pas le langage. Donc la différence chez nous, c'est que le langage, c'est la conceptualisation, la langue, c'est l'outil. Donc après, on peut très bien découvrir la conceptualisation d'une civilisation par d'autres biais, la culture, la gastronomie. C'est après avoir soutenu votre thèse que vous êtes allé en Chine ou c'était... Tout à fait, c'est juste après. Ben justement, pourquoi la Chine et pourquoi pas un autre pays ? Évidemment, tout c'est intéressant. Oui, tout me conduisait à aller aux États-Unis. Il faut être très clair. Mon corpus philosophique est anglo-saxon, les réflexions sont anglo-saxonnes et évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur John Locke, donc normalement, je devais aller faire la suite de mon après-thèse, donc aller dans les laboratoires de recherche américains. Mais quelque chose me manquait, il y avait un appel de l'inverse, c'est peut-être ça mon sujet, de partir à l'envers, d'aller regarder les choses autrement. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai quand même un impensé. Alors c'est très... Alors ça rejoint un autre philosophe, mais un philosophe français qui s'appelle Merleau-Ponty, le point aveugle. Quel est le point aveugle de ma pensée ? C'était nécessairement l'Asie, et donc je suis allée en Chine pour ça. Vous qui êtes philosophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le point aveugle ? On va dire un résumé. Dans la pensée de Merleau-Ponty, donc, qui est le philosophe de la phénoménologie de la perception, on a beau chercher notre réel, il y a quelque chose qui nous échappera toujours dans notre conscience, c'est-à-dire ce point aveugle. Et c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de notre impensé. Donc, disons que là, aujourd'hui, devant vous, je formule ça comme ça, je dirais que mon impensé à l'époque, c'était vraiment lié à la pensée chinoise, et donc j'ai voulu aller la chercher directement sur le terrain. Et finalement, si on est honnête, il y a aussi
après toutes ces années de recherche, il y avait quand même une chose dans mon enfance, c'est que mes parents m'ont beaucoup lu une histoire, qui est une histoire écrite par Marguerite Yourcenar, et qui s'appelle « Comment Wang Fo a été sauvé ». Toute petite nouvelle qui se trouve dans un recueil de nouvelles orientales. Et elle a beaucoup vécu en Asie, évidemment. Oui. Et ce texte-là est merveilleux. C'est d'une finesse et d'une compréhension de la pensée chinoise. Et donc c'est l'histoire d'un peintre, pour faire le teaser, c'est l'histoire d'un peintre magnifique qui s'appelle Wang Fo, qui fait des peintures, des fresques chinoises magnifiques, et de cet empereur qui naît dans son palais et qui ne connaît de la Chine que les toiles de Wang Fo. Et quand il peut sortir de son palais, il découvre une Chine sale, moche, etc., qui sent pas bon, enfin tout un ensemble de choses. Et donc il est très en colère contre ce peintre. Et donc il fait tout pour retrouver ce peintre. Il croyait que le peintre le trompait, n'est-ce pas? Exactement. Et tout l'enjeu est de savoir donc le réel, la question du réel. Et donc l'empereur va attraper Wang Fo, le mettre en prison en lui disant « Pauvre. Tu m'as fait souffrir. Et donc, tu dois me faire ta dernière œuvre. » Et donc, il lui crève les yeux pour qu'il fasse la dernière œuvre. Et ce qui est merveilleux, c'est que, effectivement, Wang Fo fait cette dernière œuvre pour l'empereur. Alors ? Et il s'évade, puisqu'il n'est plus ni en prison, mais qu'il est quelque part sur la toile. Et tout l'enjeu de la nouvelle, c'est celle-là. Et je trouve que dans cette nouvelle-là, Marguerite Yourcenar représente absolument très très bien la culture chinoise dans tout ce qu'elle a de subtil. C'est-à-dire cette capacité à comprendre le réel sous divers angles et à créer un imaginaire, à la fois posant les bonnes questions, c'est-à-dire sur le réel, qu'est-ce que le réel, comment on appréhende la vie, etc. Et voilà, donc cette nouvelle-là, je pense, est au cœur de mes recherches aujourd'hui. Et ça vous a marqué? Oui. Et donc ça vous a poussé plus tard Je pense que c'est ce qui a guidé... à aller vers la Chine. Ouais, tout à fait. Tout à fait, sur cette espèce de recherche de l'imaginaire, de l'écriture du réel. J'ai retrouvé ça dans certains poètes chinois, notamment, je vais mal prononcer son nom, Zhao Liang, je vous l'enverrai, et c'est vraiment une recherche, justement, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce que c'est que la douleur, qu'est-ce que c'est qu'appréhender le monde, comment voir les choses, comment parler avec la nature, enfin, donc il y a quand même quelque chose de très singulier en Chine, c'est-à-dire cette capacité de mouvement permanent sur une perception, qui n'est jamais figée, contrairement à l'écriture médiatique où on a l'impression que tout est figé. Tout est en mouvement, en fait, tout évolue, tout est en mouvement, et c'est vrai qu'en Chine, quand on y retourne, il y a toujours quelque chose de nouveau. Justement, en fait, vous y retournez souvent, et d'ailleurs... Vous êtes une très grande voyageuse. Vous avez beaucoup voyagé en Chine. En fait, quels sont les voyages qui vous ont le plus impressionné alors? Alors, c'est vrai que j'ai une approche un peu particulière. Ce qui fait un peu rire tout le monde, je ne suis jamais allée, à part à Pékin, dans les grandes villes chinoises. Vous fuyez les grandes villes. Bon, Pékin, c'est une exception, on va dire. Voilà. Ah, Shanghai, vous n'y avez jamais mis les pieds? Jamais. Canton? Non plus. Hangzhou, qui est si beau, c'est le paradis sur terre. Oui, je sais. Suzhou non plus. Shenzhen? Non plus. Non. Sichuan? Non, pardon. Chengdu? Chengdu, oui. Chengdu, oui. Avant le tremblement de terre, donc ça date. Les grandes villes, il y a quelque chose de trop proche peut-être de notre... Alors, trop proche et trop éloigné en même temps, mais de notre mode de vie. Et donc, bon... Déjà, il faut se rappeler que je suis venue en Chine en train, la première fois. Oui, en train. C'était en quelle année, Sonia? 2005. 2005. Donc, alors, en train, 7 jours. 7 jours, oui. Par la Sibérie, tout ça. Bon, enfin, bref. Donc, c'est déjà un peu particulier comme approche. C'est ça. Ouais. Et ensuite, effectivement, ce qui m'intéressait, moi, c'était l'Himalaya. Donc, mon rêve d'enfant, c'était traverser l'Himalaya. Donc, forcément, m'attarder sur le plateau du Tibet pendant des mois, c'était mon rêve. Donc, alors, vous l'avez fait? Eh oui. Ah oui, c'était en quelle année? Comment ça s'est passé? Alors, la première fois, c'était en 2007, où j'ai traversé la Chine pour aller rejoindre l'Inde par le Népal, donc à pied, enfin bref, tout un tas de... À pied?
À pied, incroyable. En bus, je me suis débrouillée. Et avec cette... C'est ce que vous avez cherché d'ailleurs. Oui. Ah bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Et ensuite, je me suis dit, j'ai envie de rester un peu plus longtemps au Tibet, donc j'ai envie de revenir. Donc je suis revenue en 2012, j'ai passé l'hiver au Tibet. Et ça, c'était vraiment agréable, Lhasa, Shigatse, etc. Donc, mais bon, ça date aussi. Et je suis revenue un peu plus régulièrement, effectivement, toute la partie himalayenne et le Gansu. Et récemment, là, j'ai découvert le Fujian, le nord du Fujian. Très peu de jours, Alors, mais... ça a dû vous changer, hein, oui, entre le Tibet, le Gansu et le Fujian qui se situe à l'extrême est de la Chine. Vous êtes passé de l'ouest à l'est. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a surprise au Fujian? Fujian, je ne suis pas restée assez longtemps, mais c'était vraiment un univers extrêmement plaisant. Et d'ailleurs, je retrouvais dans l'atmosphère du Fujian, du nord du Fujian, avec le mont Wuyi, un peu la réflexion de Marguerite Yourcenar sur la manière d'écrire, sur les nuages qui s'accrochent, les paysages comme ça, découpés, les vallées montagneuses, la rivière qui ne fait que des détours. Enfin, c'est assez merveilleux. Ouais. Bon, après, évidemment, j'aime les déserts, donc vous savez très bien que je suis allée dans cette autre province qui s'appelle le Xinjiang. Mais parce que je voulais à nouveau, et ça, ce sera le projet d'un autre voyage, traverser l'Himalaya dans cette partie-là. Oui, parce que le sud du Xinjiang, il y a une partie de l'Himalaya. Et notamment la route qui va vers le Pakistan, qui s'appelle le Karakoram. Je rêve de ça. Donc, vous allez y retourner quand alors? Je sais pas. C'est pas encore. Parce que maintenant, je fais trop de livres. Oui. Alors si j'arrête les livres, c'est un peu compliqué. Mais oui, ce serait l'idéal, ce serait ça. Mais évidemment, de continuer de découvrir. Et ce que j'aime, c'est partager la vie des gens, le quotidien, les choses ordinaires, aller au marché, manger avec les gens. C'est ça vraiment ce que j'aime. Donc c'est vrai que c'est très éloigné de la politique traditionnelle. Quoi. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut accepter une chose, c'est peut-être le plus dur pour les gens aujourd'hui, puisqu'il y a trop de réseaux sociaux, il y a trop de choses où on est trop happé dans un discours unique. Donc il faut se lancer, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, c'est vrai que je dois dire une chose, la population chinoise, où qu'on soit, est d'une gentillesse incroyable. Même si on ne parle pas mandarin, même si on hésite à savoir ce qu'il faut faire et qu'on est maladroite comme moi. Mais c'est merveilleux, en fait. Et ça se permet de vraiment découvrir une altérité. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur de changer. Puis il y a des choses où on a quand même des choses très, très communes. On aime manger, on aime danser, on aime faire la fête. Donc, je veux dire, finalement, il y a pas mal de... Il y a plein de points communs. On s'arrête trop sur ce qui nous distancie, alors qu'en réalité, on est tout à fait... semblable. Donc, pour moi, il faut franchir le cap, il faut y aller. En plus, maintenant, il y a 15 jours gratuits de visa. En plus, oui. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Sonia Bressler, pour votre beau témoignage. Merci, Camille. À bientôt, alors. À bientôt.